Bonjour Esprit de Curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous abordons un géant, un penseur si radical qu'il a enflammé l'Europe de son temps et dont les idées résonnent et grondent encore dans le nôtre. Nous parlons du citoyen de Genève, Jean-Jacques Rousseau, un homme qui a osé poser la question la plus dérangeante de toutes. Et si la société, le progrès, la science et l'art ne nous rendaient pas meilleurs? Et si, au lieu de nous libérer, chaque pas que nous faisons vers la civilisation moderne était, en réalité, un pas de plus vers une cage? C'est la bombe que Rousseau a lancée au cœur des Lumières, le siècle des Lumières. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire sa pensée. Nous commencerons par sa vision de la nature humaine, le célèbre mais souvent mal compris bon sauvage. Ensuite, nous décrypterons son œuvre majeure du contrat social. Et enfin, nous aborderons son idée la plus puissante et la plus dangereuse, la volonté générale. Accrochez-vous, intellectuellement parlant. Avant de commencer, une brève précision. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Pour comprendre Rousseau, il faut d'abord comprendre l'homme. Né à Genève en 1712, il fut un personnage plein de contradictions. Il fut horloger, musicien, romancier et bien sûr philosophe. Mais plus que tout, il fut un marginal. Un homme qui ne se sentit jamais à l'aise dans les salons élégants de Paris, entouré d'autres philosophes des Lumières comme Voltaire ou Diderot. De fait, Rousseau fut le grand dissident des Lumières. Tandis que ses contemporains célébraient la raison, la science et le progrès comme le chemin vers le bonheur, Rousseau regardait autour de lui et voyait quelque chose de très différent. Il y voyait de la vanité, de l'inégalité et une profonde infélicité humaine. Le progrès pour lui était une illusion qui cachait notre corruption. Sa vie personnelle fut aussi tumultueuse que ses idées. Il eut 5 enfants avec sa compagne, Thérèse Levasseur, et les abandonna tous à l'orphelinat. Ce fait, le père de la pédagogie moderne abandonnant ses propres enfants, est l'une des ironies les plus cruelles et complexes de l'histoire de la philosophie. Il nous montre un homme tourmenté par ses propres idées. Cette tension interne est la clé. Rousseau n'écrivait pas depuis une tour d'ivoire, il écrivait depuis sa propre blessure. Il sentait que la société moderne, avec ses hiérarchies artificielles et son obsession de l'apparence, l'avait corrompu, lui et tous les autres. Sa philosophie n'est donc pas un exercice académique, c'est une tentative désespérée de trouver une issue. Tout éclate en 1750. L'Académie de Dijon pose une question pour un concours. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs? Tous s'attendaient à un « oui ». Rousseau, dans un éclair d'inspiration, rédigea son discours sur les sciences et les arts et répondit un « non » retentissant. Il remporta le prix et devint une célébrité. Ce fut le premier coup de semonce. Il affirma que les arts et les sciences, au lieu de nous élever, ne servaient qu'à étendre des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer qui nous emprisonnent. Il nous rendait plus éduqués, certes, mais moins vertueux. Il nous apprenait à paraître bons plutôt qu'à être bons. C'est la racine de sa pensée, l'antithèse entre nature et culture. Ceci nous mène à son deuxième grand ouvrage, Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, de 1755. C'est ici que Rousseau se mue en anthropologue philosophe. Pour comprendre ce qui a mal tourné, dit-il, nous devons imaginer comment nous étions avant la société. Nous devons nous dépouiller de tout l'artificiel. C'est ici que naît le concept du bon sauvage ou noble sauvage. Soyons clairs, Rousseau n'a jamais utilisé cette expression exacte. Et il n'imaginait pas les humains préhistoriques comme des hippies heureux dans un paradis. C'était une expérience de pensée. L'homme naturel de Rousseau est un être solitaire qui erre dans les forêts, sans langage, sans industrie, sans foyer. Cet homme naturel n'est ni bon ni mauvais au sens moral, car la moralité n'existe pas encore. La moralité est un produit social. Cet être primitif n'a que 2 instincts fondamentaux. Le premier est l'amour de soi, un simple instinct d'autoconservation. C'est le désir de rester en vie, de manger, de boire et de dormir. Le deuxième instinct est la pitié, non pas la charité, mais une répugnance instinctive à voir souffrir un autre être sensible. C'est une empathie animale pré-rationnelle. Rousseau croit que ce sentiment est la base de toute vertu sociale, mais que chez l'homme naturel, ce n'est qu'un simple reflet. Il ne veut pas faire de mal, mais il n'a pas non plus de concept du bien. Alors, où est-ce que tout a dérapé? Quel est, selon Rousseau, le péché originel de l'humanité? C'est un moment précis, une catastrophe qui change tout. Ce n'est pas une pomme, c'est une clôture. C'est l'invention de la propriété privée. Une idée qui transformera notre psychologie pour toujours. Rousseau l'affirme avec une clarté brutale dans le discours. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire
« Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Remarquez, fondateur. Mais il ne le dit pas comme un éloge, il le dit comme une accusation. Car au moment où quelqu'un dit « ceci est à moi », naît la comparaison, naît l'inégalité. Certains possèdent, d'autres non. Et cela, pour Rousseau, est le désastre psychologique. La propriété donne naissance à un nouveau sentiment, un sentiment que l'homme naturel ne connaissait pas, l'amour-propre vaniteux. Ne confondez pas l'amour de soi avec l'amour-propre. Le amour de soi est l'amour naturel pour notre propre existence. Il est bon. Le amour-propre est un sentiment artificiel, né en société, qui nous pousse à désirer être plus que les autres. Il ne nous suffit pas d'être, nous voulons être vus comme meilleurs, plus riches, plus beaux. C'est le moteur de l'envie. Cet amour-propre, c'est l'enfer. C'est vivre dans le regard des autres. L'homme social, dit Rousseau, vit entièrement hors de lui-même. Son bonheur dépend de l'opinion d'autrui. Il passe sa vie à travailler pour accumuler des choses dont il n'a pas besoin, pour impressionner des gens qui lui sont indifférents. Ça vous parle? La propriété et l'amour-propre créent une spirale d'inégalité. Ceux qui possèdent un des biens ont besoin de les protéger. Ceux qui n'en ont pas deviennent remplis de ressentiment. Cela mène au conflit, à la guerre. La société se divise en maîtres et en esclaves. Et ici, dit Rousseau, se produit la grande escroquerie de l'histoire, le premier contrat social. Mais attendez, Rousseau n'est-il pas l'auteur du contrat social? Oui, mais il nous parle d'abord du mauvais contrat, un contrat frauduleux. C'est un contrat proposé par les riches aux pauvres. Les riches disent « unissons-nous pour protéger le faible du fort et pour protéger notre propriété ». Les pauvres, désespérés par l'insécurité et le conflit, acceptent. Et que gagnent-ils? Ils gagnent la paix. Et que perdent-ils? Ils perdent leur liberté. Le mauvais contrat, pour Rousseau, est la loi qui ne fait que ratifier l'inégalité. C'est la loi du plus fort déguisée en justice. C'est, selon ses mots, donner de nouvelles chaînes aux faibles et de nouvelles forces aux riches. Ainsi, en 1762, Rousseau a établi le problème. Nous sommes dans une société illégitime, fondée sur un faux contrat qui perpétue l'inégalité et nous rend malheureux et corrompus. Nous sommes enchaînés, même si nous nous croyons libres. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. C'est probablement la phrase la plus célèbre de la philosophie politique. C'est la première ligne de son chef-d'œuvre, du contrat social. Et c'est une bombe. Car il ne dit pas « l'homme est né libre et maintenant certains sont enchaînés ». Il dit en un partout quand, à Paris, à Genève, à Londres, tous, riches et pauvres, maîtres et esclaves, sont enchaînés. Le maître est enchaîné à sa vanité et à la nécessité de dominer. L'esclave est enchaîné à sa soumission. Le citoyen moderne est enchaîné à l'opinion des autres, à l'amour-propre. Le problème est universel. Alors, y a-t-il une issue? Ou sommes-nous condamnés à l'infélicité de la civilisation? C'est ici que du contrat social passe d'une critique à une proposition. C'est un livre qui ne demande pas comment sont les gouvernements, mais qu'est-ce qui rend un gouvernement légitime? Rousseau cherche une forme d'association qui nous permette de vivre ensemble sous la loi, mais de rester aussi libres que nous l'étions auparavant. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous obéir à une loi, à un gouvernement et rester libre? C'est la grande question. La solution de Rousseau est radicale. Nous ne pouvons pas retourner à la forêt, nous ne pouvons pas défaire facilement la propriété privée. L'histoire a avancé. Ce que nous devons faire, c'est créer un nouveau contrat, un contrat légitime. Ce nouveau contrat n'est pas un accord entre les pauvres et les riches. Ce n'est pas non plus un accord entre le peuple et un roi, comme le pensaient Locke ou Hobbes. Le contrat social de Rousseau est un pacte de chaque individu avec tous les autres individus. C'est un pacte d'association. Et voici la clause essentielle. Chaque individu cède tous ses droits naturels, sans réserve, à la communauté entière. Pas à un monarque, pas à un parlement, à la collectivité, à la personne publique que cet acte d'association crée. Cette nouvelle entité est le souverain. Cela semble effrayant. Cédez tous mes droits, mais voici le coup de maître de Rousseau. Comme tous cèdent leurs droits de manière égale, la condition est la même pour tous. Et comme tous se donnent à la communauté entière, en réalité, ils ne se donnent à aucun individu en particulier. Et le plus important, en te donnant à tous, tu ne te donnes à personne d'autre qu'à toi-même, mais en tant que partie du collectif. Tu gagnes l'équivalent de tout ce que tu perds, plus la force de la communauté pour protéger ce qui t'appartient. En résumé, dit Rousseau, chacun, en s'unissant à tous, n'obéit pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Et ce souverain, ce corps collectif formé par tous les citoyens, est la seule source légitime de pouvoir. C'est révolutionnaire. Cela signifie que la souveraineté ne peut pas résider en un roi, ni en Dieu, ni même en un groupe de représentants élus. La souveraineté réside toujours et inaliénablement dans le peuple. Pour Rousseau, la souveraineté ne peut pas être déléguée.
Le peuple ne peut pas élire quelqu'un pour qu'il soit souverain en son nom. Il peut élire des officiers ou un gouvernement pour administrer les affaires courantes, mais le gouvernement n'est qu'un serviteur. Le souverain, le peuple, est le chef et le gouvernement est l'employé. C'est une critique directe des systèmes représentatifs comme celui de l'Angleterre que certains penseurs des Lumières admiraient. Rousseau aurait ri du Brexit ou des élections modernes. Il aurait dit « Le peuple anglais pense être libre, mais il se trompe fort. Il n'est libre que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. » Ah, pour lui, la seule vraie liberté est la démocratie directe, à la manière des petites cités-États comme sa Genève natale ou l'Athènes antique. Le peuple doit se réunir et légiférer. Dès l'instant où tu payes quelqu'un pour qu'il pense à ta place ou pour qu'il se batte à ta place, tu as perdu ta liberté. Bien. Le peuple, uni en tant que souverain, détient le pouvoir. Mais que fait ce souverain? Comment décide-t-il? Cela ne peut pas être au caprice de la majorité. Cela ne peut pas être par des intérêts privés. Le souverain, dit Rousseau, n'a qu'une seule tâche, exprimer et exécuter la volonté générale. Nous arrivons ici au cœur de Rousseau, son concept le plus puissant et le plus dangereux, la volonté générale. Et nous devons être très précis. La volonté générale n'est pas la volonté de tous. Ce sont deux choses différentes. La volonté de tous est simplement la somme des intérêts privés. C'est ce que vous obtenez si vous demandez à chaque personne « Que veux-tu pour toi ?» et que vous additionnez les votes. C'est un simple calcul de préférences égoïstes. C'est la politique du « Qu'y a-t-il pour moi ?» La volonté générale, en revanche, est ce qui émerge lorsque vous demandez à chaque citoyen non pas « Que veux-tu pour toi ?» mais qu'est-ce qui est le mieux pour la communauté dans son ensemble? C'est la volonté qui ne cherche que le bien commun. Elle est désintéressée. Rousseau croyait que la volonté générale avait toujours raison. Elle ne peut pas se tromper, car par définition, c'est la volonté du corps politique cherchant son propre bien-être. Si le corps politique veut quelque chose qui lui nuit, alors ce n'était pas la volonté générale, c'était une tromperie, c'était la volonté de tous déguisée. Comment trouvons-nous cette volonté générale? Rousseau est un peu vague, mais il suggère que si le peuple est bien informé et s'il n'y a pas de faction ou de parti politique qu'il haïssait, qui distordent le débat, alors les différences individuelles s'annuleront mutuellement et la volonté générale émergera de la délibération. La loi, par conséquent, n'est rien d'autre que la déclaration de la volonté générale. Et ici, nous revenons à la liberté. Lorsque tu obéis à la loi, une loi que tu as toi-même aidé à créer en tant que membre du souverain, tu n'obéis pas à un roi ou à un maître. Tu t'obéis à toi-même en tant que citoyen. C'est la liberté morale de Rousseau. La liberté naturelle que nous avons perdue, faire ce que nous voulons, est remplacée par une liberté supérieure, la liberté de vivre sous une loi que nous nous sommes donnée à nous-mêmes. C'est le passage d'un animal instinctif à un citoyen moral. Mais, et c'est le plus grand « mais » de toute la philosophie politique, que se passe-t-il si moi, en tant qu'individu, je ne suis pas d'accord avec la volonté générale? Que se passe-t-il si la loi dit « paye tes impôts » et que ma volonté particulière dit « garde ton argent » ? Voici la phrase la plus glaçante de Rousseau. Si un individu refuse d'obéir à la volonté générale, la société dans son ensemble peut et doit le forcer à être libre. Arrêtons-nous ici. Forcer quelqu'un à être libre, cela ressemble à une contradiction terrible, à la justification de la tyrannie. Et beaucoup de critiques l'ont dit. Ils ont vu en Rousseau le grand-père du totalitarisme. Quelqu'un qui permet à l'État d'écraser l'individu au nom du bien commun. La défense de Rousseau serait la suivante. Ce que l'on te force à faire, c'est obéir à ton vrai moi, à ton moi citoyen, au lieu de ton faux moi, ton moi égoïste et impulsif. On te libère de tes propres impulsions destructrices, de ton amour-propre, et on te ramène à la véritable liberté qui est l'obéissance à la raison et à la loi commune. Pensez-y ainsi. Lorsque vous mettez une ceinture de sécurité, la loi vous force à faire quelque chose que votre impulsion immédiate de confort ne veut peut-être pas. Mais elle vous force à obéir à votre moi plus rationnel, qui sait que la ceinture est bonne pour votre survie, qui est le bien commun de votre propre corps. Le problème est, qui décide ce qu'est la volonté générale? Et si la majorité se trompe et décide d'opprimer une minorité? Rousseau dirait que si cela se produit, alors ce n'était pas la volonté générale. Mais dans la pratique, c'est une ligne très très mince. Comment distinguons-nous une authentique volonté générale de la tyrannie de la majorité? Rousseau était conscient de ce problème. Il savait que pour que son système fonctionne, des conditions très spéciales étaient nécessaires. Premièrement, une petite société, comme une cité-État, où tous se connaissent. C'est un système qui ne s'adapte pas bien à une nation de millions de personnes. Deuxièmement, une égalité économique relative est nécessaire. Rousseau n'était pas communiste. Il ne voulait pas abolir la propriété privée.
Mais il disait que nul citoyen ne doit être assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Trop de richesse ou de pauvreté rompent le bien commun. Troisièmement, la vertu civique est nécessaire. Les citoyens doivent être éduqués à aimer la patrie par-dessus eux-mêmes. Ils doivent être patriotes dans le sens d'être prêts à placer le bien commun avant leur bien particulier. Et cela nous mène à son autre grand livre, Émile. Si du contrat social est la recette pour la société politique, Émile ou de l'éducation, également de 1762, est la recette pour créer le citoyen qui peut y vivre. C'est un roman philosophique qui détaille l'éducation d'un enfant fictif, Émile, de sa naissance à l'âge adulte. L'éducation d'Émile est radicale. Elle se base sur une éducation négative. Le tuteur ne enseigne pas de choses à l'enfant, ne lui fourre pas des idées dans la tête. Au lieu de cela, le tuteur protège l'enfant des influences corruptrices de la société, amour-propre, et lui permet d'apprendre directement de la nature et de l'expérience. Émile ne lit pas de livres avant l'adolescence, sauf Robinson Crusoe, que Rousseau adorait pour être l'histoire d'un homme autosuffisant. Il apprend la botanique dans le jardin, la physique en construisant ses propres jouets. L'objectif n'est pas qu'il sache beaucoup de choses, mais qu'il sache penser par lui-même et que son cœur reste pur. L'idée est de préserver son amour de soi naturel et sa pitié, afin que lorsqu'il entrera finalement dans la société, il ne le fasse pas comme un être vaniteux et compétitif, mais comme un homme authentique, capable de ressentir le bien commun. Seul cet homme naturel éduqué peut être le citoyen idéal du contrat social. Et Rousseau ne s'arrête pas là. Pour que la société reste unie, elle a également besoin d'une religion civile. Il voyait que le christianisme traditionnel posait problème. Il enseignait aux gens à se soucier de l'autre monde, le ciel, et à être soumis dans celui-ci. Cela en faisait de mauvais citoyens, prêts à être esclaves. La religion civile de Rousseau est simple. Ses dogmes sont peu nombreux: croire en un Dieu bon et provident, croire en la vie après la mort, croire en la récompense des justes et le châtiment des méchants. Mais le dogme le plus important est purement social, la sainteté du contrat social et des lois. Quiconque ne croit pas à ces dogmes peut être banni, et quiconque dit y croire, mais agit comme si ce n'était pas le cas, trahissant les lois, doit être puni de mort. Encore une fois, nous voyons le côté dur de Rousseau. La cohésion sociale est suprême, et l'hypocrisie est le pire des crimes. La publication du contrat social et d'Émile, la même année 1762, fut un cataclysme. Les livres furent interdits et brûlés à Paris et à Genève. Rousseau dut fuir. Il devint un fugitif, paranoïaque, passant d'un protecteur à l'autre, se sentant persécuté par tous, y compris son ancien ami David Hume. Il mourut en 1778, pauvre et isolé. Mais ses idées étaient sur le point d'exploser. 11 ans plus tard, la Révolution française éclata. Et les révolutionnaires, en particulier les jacobins les plus radicaux comme Robespierre, virent en Rousseau leur prophète. Ils adoptèrent son langage. Il parlait en dehors de la République, de la vertu, du bien commun et de la volonté générale. Quand Robespierre justifia le « terror » en utilisant la guillotine contre les ennemis de la Révolution, n'était-il pas, d'une certaine manière, en train de forcer les gens à être libres? C'est ici que réside la tragédie de Rousseau. Lui, qui aimait la solitude et la nature, devint le parrain des mouvements de masse les plus violents. Lui, qui ne voulait qu'une petite république vertueuse, inspira des États totalitaires qui n'hésitèrent pas à sacrifier l'individu sur l'autel du peuple. Des critiques comme Isaiah Berlin au XXe siècle ont identifié Rousseau comme l'un des pères du totalitarisme. Pourquoi? Parce que sa théorie de la liberté positive, être forcé d'être ton vrai moi, est une justification parfaite pour que n'importe quel dictateur dise « Je sais quel est ton vrai moi et je t'obligerai à le réaliser ». Si la tradition de Locke et John Stuart Mill, libéralisme classique, dit « La liberté est l'absence de contraintes, laissez-moi tranquille », la tradition de Rousseau dit « La liberté est l'obéissance à la loi que tu te donnes toi-même ». Le problème, c'est quand toi-même est remplacé par l'État. Mais blâmer Rousseau pour tous les totalitarismes est injuste. Il est aussi le père de la démocratie moderne. Son idée que la souveraineté réside dans le peuple est la base de presque toutes les démocraties du monde. L'idée qu'un gouvernement n'est légitime que s'il est basé sur le consentement des gouvernés est une pure doctrine de Rousseau. Son influence sur la gauche est évidente. Marx et les socialistes ont lu Rousseau et sa critique de la propriété privée comme l'origine de l'inégalité. Ils ont vu dans le mauvais contrat une description parfaite de la lutte des classes, où la loi bourgeoise n'est qu'un outil d'oppression. Mais il a aussi influencé le romantisme. Son amour de la nature, son accent mis sur le sentiment et l'authenticité, au-dessus de la froide raison, son idée que la société nous corrompt. Tout cela est au cœur du mouvement romantique. Il fut le premier hippie philosophique.
Il a même influencé l'écologisme. Sa suspicion envers le progrès technologique et sa croyance qu'une vie plus simple et proche de la nature est une vie plus vertueuse résonnent profondément dans le mouvement vert d'aujourd'hui. Il fut un critique de la croissance pour la croissance. Et son influence sur la psychologie et l'éducation est indéniable. L'idée d'une éducation centrée sur l'enfant, que les enfants ne sont pas des petits adultes mais des êtres qui se développent par étapes, qu'il faut respecter leur curiosité naturelle. Tout cela vient directement d'Émile. Alors, comment le jugeons-nous aujourd'hui? Rousseau est un miroir. Il nous oblige à nous poser les questions difficiles. Sommes-nous plus heureux avec nos smartphones et nos réseaux sociaux que nous ne l'étions sans eux? Notre démocratie est-elle une expression réelle de la volonté générale ou un cirque de factions et d'intérêts privés? Il nous oblige à examiner notre amour-propre. Dans quelle mesure ce que nous faisons, achetons et disons est-il motivé par un désir authentique et dans quelle mesure par le besoin d'être vu et approuvé par les autres? Vivons-nous nos vies ou agissons-nous sur une scène pour un public invisible? Le paradoxe de Rousseau est que sa solution, le contrat social, peut être pire que le mal. Son rêve d'une communauté unie et vertueuse peut se transformer très facilement en cauchemar d'une société sans dissidents où l'individualité est écrasée au nom du bien commun. Peut-être sa plus grande valeur ne réside-t-elle pas dans ses réponses, mais dans ses questions. Rousseau fut le premier à diagnostiquer la maladie de la modernité, l'aliénation de l'homme moderne, séparé de la nature, de ses semblables et de lui-même. Un problème que 250 ans plus tard, nous n'avons fait qu'approfondir. Il nous rappelle que la politique n'est pas seulement une question d'économie ou d'administration, c'est une question d'âme. C'est une question de quel type d'êtres humains nous voulons être. Il nous rappelle que la liberté n'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose que nous construisons ensemble et que la seule source légitime de pouvoir est et sera toujours le peuple. Ainsi, au final, Rousseau reste dangereux. Il est dangereux pour les tyrans, car il dit que leur pouvoir est illégitime. Et il est dangereux pour les libéraux, car il dit que notre liberté individuelle peut être une illusion. C'est un penseur qui ne nous offre pas de réconfort, seulement des défis. Il nous laisse avec une question qui résonne à travers les siècles. Pouvons-nous construire une société qui nous rende bons, sans nous enlever la liberté d'être nous-mêmes? Pouvons-nous être en même temps citoyens et hommes? Nous sommes toujours à la recherche de la réponse. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage si dense et fascinant à travers l'esprit de Jean-Jacques Rousseau. C'est un penseur qui exige notre effort, mais qui nous récompense par une compréhension plus profonde des chaînes que nous portons et de la liberté que peut-être nous pouvons encore atteindre. J'espère que cette analyse vous a donné autant matière à réflexion qu'à moi. S'il y a une idée de Rousseau qui vous a marqué ou avec laquelle vous êtes en profond désaccord, j'adorerais vous lire dans les commentaires. Le débat est après tout le cœur de la philosophie. Si vous appréciez ce genre d'immersion profonde dans la philosophie et les humanités, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. C'est la meilleure façon de vous assurer de ne pas manquer notre prochain voyage intellectuel. Il y a tant d'autres géants à explorer. Que diriez-vous si notre prochaine étape était le grand rival de Rousseau, Voltaire et sa défense de la tolérance? Ou peut-être devrions-nous nous pencher sur les critiques de Rousseau, comme Edmund Burke, le père du conservatisme? Préparer ces scripts demande une quantité énorme de recherche et de synthèse, et votre soutien, que ce soit par un like, un commentaire ou en partageant la vidéo, fait toute la différence. Cela me permet de continuer à consacrer le temps nécessaire pour traiter ces sujets avec la rigueur qu'ils méritent. Rappelez-vous, la philosophie n'est pas un musée d'idées mortes. C'est un arsenal d'outils vivants pour comprendre notre présent. Les questions de Rousseau sont nos questions. Sa lutte pour la liberté et l'authenticité, c'est notre lutte. Encore une fois, merci pour votre temps et votre curiosité. Continuez à questionner, continuez à penser. Je suis votre hôte dans ce voyage et j'espère vous retrouver pour la prochaine exploration. Prenez bien soin de vous. À la prochaine, Esprit curieux.